bienvenue sur Alpebuech TV pour Cosmos, les secrets de l'univers. Et cette fois-ci, on va parler du mois d'avril avec notre beau consultant Frédéric Cachia. Bonjour Frédéric. Bonjour Damien. Alors Frédéric, mois d'avril, on va parler déjà d'une planète, hein. Je crois que c'est une des plus grosses planètes du système solaire, c'est... La planète Jupiter. La planète Jupiter, la planète la plus grosse du système solaire. La 5e planète en partant du Soleil. Alors il paraît que c'est une planète, on dit gazeuse? Exactement. Donc on a différents types de planètes dans le système solaire. On a les planètes telluriques, hein. Donc Mercure la première planète, Vénus la deuxième, la Terre en troisième, Mars en quatrième. Et après on part sur les planètes gazeuses, donc avec la première des planètes gazeuses et la géante gazeuse, Jupiter. Alors, gazeuse, c'est quoi? C'est un peu comme la planète qu'on a parlé le mois dernier, Vénus, c'est ça? Alors c'est complètement différent. Vénus c'est un sol, on parle vraiment de planète tellurique, tandis que Jupiter est une planète entièrement gazeuse. On peut parler même d'une étoile qui ne s'est jamais formée pour Jupiter. Ah voilà. Oui, c'est-à-dire qu'on peut même pas y marcher dessus, c'est carrément une boule gazeuse. Alors ça serait très simple, hein, si on souhaiterait, bon c'est pas possible certes, mais si on souhaiterait approcher Jupiter, on traverserait Jupiter d'un bout à l'autre. Effectivement. Alors c'est quoi la particularité de tous ces gaz sur cette planète? Alors il y a plusieurs gaz, mais sa particularité, hein, Jupiter, c'est déjà qu'elle est plus loin du Soleil que la Terre. Donc Jupiter a une rotation autour du Soleil, donc pour la Terre c'est 1 an hein, de rotation autour du Soleil, mais pour Jupiter c'est 11 ans. Ça veut dire que Jupiter met 11 ans à faire un tour autour du Soleil. Ah oui, donc on vieillit plus vite. Alors on vieillit plus vite, exactement, si on habiterait sur Jupiter. Elle se reconnaît comment dans le ciel? Elle est de quel côté d'habitude? La facilité pour différencier une planète d'une étoile dans le ciel, c'est qu'une planète ne scintille pas. Elle est très lumineuse, mais aucun scintillement. La planète, elle, reflète la lumière du Soleil, tandis que les étoiles projettent leur propre lumière. Donc si je regarde dans le ciel, si je vois que ça reste une lumière fixe, c'est une planète. Exactement. Et si ça scintille, c'est une étoile. C'est une étoile, tout à fait. Voilà Alors, comment faire la différence entre une planète et une étoile. En parlant de scintillement, on va parler maintenant des comètes. C'est quoi une comète exactement? Parce qu'on les voit passer dans le ciel, mais ça a rapport avec une étoile filante ou pas? Alors les comètes, ce sont un peu les fossiles de notre système solaire. Alors on a deux choses différentes dans le système solaire, on a les comètes et les astéroïdes. Pour les comètes, ce sont en fait de grosses boules de neige sale, pour être assez simple. Ces grosses boules de neige sale qui orbitent autour du Soleil, hein, comme la Terre. En se rapprochant du Soleil, ces comètes fondent. Sauf que dans l'espace, l'eau ne se transforme pas sous forme liquide, mais plutôt sous forme gazeuse. Donc derrière elles vont laisser une traînée qu'on appelle la chevelure de la comète. Il paraît qu'on a fait quand même quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'on a réussi à envoyer un robot sur une comète. Alors oui, effectivement, on parle là de la comète Churyumov-Gerasimenko qui porte le nom de ses découvreurs. Cette comète a une particularité, c'est qu'on a envoyé une sonde qui a voyagé pendant 10 ans dans l'espace pour atteindre cette comète. Et au bout de 10 ans, on a largué un petit robot qui s'appelle Philae, qui s'est posé sur cette comète. Quel est le but d'envoyer un robot sur une comète? Donc le but de Philae était de récolter des échantillons, transmettre des informations à la Terre. C'est vrai que je parlais de fossiles du système solaire, hein. C'est vrai que les comètes, on ne les connaît pas assez bien. Et ces comètes, en fait, auraient pu tout simplement amener l'eau sur Terre. Donc, comme je vous l'ai expliqué, les comètes, ce sont de grosses boules de neige sale qui auraient pu créer les océans. Donc, on n'en est pas sûr aujourd'hui, mais les scientifiques sont en train de travailler sur tous les échantillons et toutes les informations qu'ils ont récoltées de cette mission. Donc, cette mission sur la comète Gerasimenko. Tu me dis que ce qui s'est passé dans le film Armageddon, où en fait il y a une machine qui est arrivée sur la comète, c'est tout à fait possible. Alors, c'est possible, hein, on ne peut pas envoyer des humains. Certes, Armageddon reste de la science-fiction. Mais la mission Rosetta, la mission Philae et Rosetta, ce n'est pas de la science-fiction, c'est réellement une mission scientifique. On parle de comètes, mais quand on parle de comètes, on peut faire le rapprochement avec une étoile filante. C'est d'ailleurs le sujet qu'on va parler maintenant. On parle de comètes, Frédéric, mais on peut faire le rapprochement avec les étoiles filantes et plus précisément, ce qui va se passer donc au mois d'avril, ce sont les Lyrides. Alors, c'est quoi un peu tout ça là? Parce que comètes, étoiles filantes, Lyrides... Alors, quand on parle de Lyrides, on parle d'un essaim d'étoiles filantes. Alors, les étoiles filantes, qu'est-ce qu'une étoile filante? C'est ça qu'il faut se poser comme question en premier. Donc, les comètes, comme je vous l'ai expliqué, ce sont de grosses boules de neige sale qui se rapprochent au Soleil. En se rapprochant du Soleil, elles vont fondre. Sauf que dans l'espace, la glace ne se transforme pas sous forme liquide, mais sous forme gazeuse. Chaque année, les comètes laissent derrière elles des traînées qui peuvent faire des milliers de kilomètres.
Chaque année, la Terre va passer dans la chevelure de la comète, son passage près du Soleil. Et cette comète va libérer des microparticules. Et ces microparticules qui ne font pas 1 mm de diamètre, ce sont les étoiles filantes. La plupart des gens croient que les étoiles filantes sont gigantesques parce qu'elles arrivent à une vitesse très importante dans l'atmosphère. Mais au final, elles ne font même pas 1 mm de diamètre. Ah oui. Voilà. Mais quand elles passent dans l'atmosphère, ça fait quand même des traînées aussi ou pas? Alors exactement, on distingue bien une traînée, sauf que ce petit grain de poussière qui descend à une vitesse très importante, on a l'impression d'avoir une grosse boule de feu, mais la plupart du temps, ces petits grains de poussière se désintègrent en arrivant dans l'atmosphère. Pour revenir un peu plus sur les lyrides, les essaims d'étoiles filantes, c'est quoi? C'est un groupe d'étoiles filantes qui se suivent, c'est quoi? Donc quand on parle de l'Iride, chaque année au mois d'août, pour beaucoup de personnes, on connaît les Perséides. C'est un essaim d'étoiles filantes qui est assez important. Mais pour le mois d'avril, ce n'est pas les Perséides, ce sont les Lyrides. C'est un essaim qui est relativement important aussi et qui sera visible du 16 au 26 avril de chaque année. Alors donc en parlant du 16 au 26 avril, on va maintenant parler des rendez-vous du mois. Dans les rendez-vous du mois d'avril, on a parlé des lyrides du 16 au 26 avril. Alors Frédéric, comment on peut les observer ces lyrides? Ne pas rester 10 minutes à l'extérieur, rester une bonne partie de nuit pour pouvoir en observer un maximum. Alors un sujet qui te tient vraiment à cœur, je sais que c'est la pollution lumineuse. Il faut essayer d'être en un endroit où il n'y a pratiquement pas de pollution lumineuse. Alors pour observer les étoiles filantes, il vaut mieux être à l'abri d'une ville, il vaut mieux être à l'abri de la pollution lumineuse, mais aussi être en période où la Lune n'est pas là, parce que la Lune crée une pollution lumineuse naturelle. Le mois dernier, au mois de mars, on a parlé de la constellation d'Orion. Alors ce mois-ci, il y a une constellation qu'on va pouvoir admirer, donc c'est celle du Gémeaux. Exactement. Donc les Gémeaux, cette constellation qui représente 2 frères, la constellation des Gémeaux. Alors elle est très facile à repérer aussi, parce qu'on a parlé donc d'Orion le mois dernier. Alors il suffit d'observer Orion, de détecter ces 2 étoiles les plus brillantes, de faire un alignement, et on va tomber sur 2 étoiles qui sont relativement proches les unes des autres. Ce sont Castor et Pollux, la tête des Gémeaux. On peut les observer tout le mois d'avril ou plus au début du mois? Oui, on pourra les observer, donc c'est une constellation qu'on observe au mois d'avril et même un peu plus. Quel côté il faut se positionner pour regarder donc cette constellation du Alors Gémeaux? Gémeaux, c'est plutôt côté ouest pour les Gémeaux. Voilà. Ensuite, il y en a aussi une autre ce mois-ci, donc au mois d'avril, c'est celle du Dragon. Donc la constellation du Dragon qui se situe entre la Grande Ourse et la Petite Ourse. Et on la repère, donc elle est entre les deux. Elle est entre les deux, et donc c'est une très grande constellation, et c'est facile à reconnaître aussi parce qu'elle ressemble réellement à un dragon. D'accord. Voilà. Quel côté? Donc la Grande Ourse, je crois que c'est au nord. Alors exactement, il suffit rappelle. d'observer côté nord pour la constellation du Dragon. Alors, vous pouvez donc pendant tout le mois d'avril admirer les fameuses lyrides, c'est cette scène d'étoiles filantes du 16 au 26 avril. Ensuite, on aura la constellation du Gémeaux tout le mois d'avril, ainsi que celle du Dragon, pareil, tout le mois d'avril. Alors Frédéric, pour le mois prochain, pour le mois de mai, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Je sais que la saison commence à être très intéressante. Donc le mois de mai va être riche aussi parce que le ciel d'été commence à prendre forme. Et petit à petit, on aura de plus en plus de planètes à observer et des essaims d'étoiles filantes qui se profilent à l'horizon. Alors un beau programme pour le mois d'avril et après voilà, au mois de mai, juin, l'été commence et je pense qu'il va y avoir vraiment beaucoup de choses intéressantes à voir. Merci beaucoup et on vous dit donc au mois de mai.